Michel Doyon, je suis le lieutenant-gouverneur du Québec. Je vous recommande fortement d'écouter Diaspo Interaction pour faire en sorte de mieux connaître le Québec, mieux connaître tout simplement le rôle que vous y jouez et que le rôle que vous devez y jouer au Québec. Donc, soyez attentifs, écoutez Diaspo Interaction. Je vous remercie et je vous offre à tous une bonne et heureuse année 2020. Merci. Chers amis, bonjour. Bienvenue à l'émission Parlons-en. Chers amis, bonjour et bienvenue à cette belle, grande, spéciale édition de l'émission L'Expert, ou encore, on pourrait dire, l'émission À qui le tour. Aujourd'hui, c'est le tour d'une personnalité de Québec. Il est historien, il a un doctorat en droit, il a plusieurs distinctions. Alors, aujourd'hui, spécialement, notre invité, c'est le lieutenant-gouverneur l'honorable Michel Doyon, qui nous reçoit dans ses bureaux pour pouvoir, en premier lieu, nous parler un tout petit peu de son rôle, de sa fonction, de sa vie, et en second lieu, tenir une petite conférence sur l'histoire, l'historique même de Québec et le parallèle avec la diversité culturelle. Alors, bonjour Monsieur Doyon, bonjour son honorable. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, j'espère que vous allez de même. Ben moi ça va très très bien, merci de nous accueillir dans vos bureaux. Très heureux. Alors, quand on regarde votre parcours, il est riche, il est parsemé que de distinctions. Vraiment, félicitations, il est atypique et il est vraiment inspirant. Félicitations. Merci. Alors, notre première question, ce serait de savoir, au regard de ce parcours riche en diplômes, quel, à votre avis, a été le déclic de votre nomination? C'est-à-dire, selon vous, quel est le diplôme ou alors quelle est l'expérience qui vous a valu ce titre de lieutenant au gouvernement? Vous savez, je vous dirais que je ne le sais pas. Si je le savais, ça me ferait plaisir de vous informer sur la raison d'être de ma nomination, mais je vous dirais que vous êtes probablement le dernier à le savoir. Et lorsque les gens me demandent comment devient-on lieutenant-gouverneur, alors je leur dis toujours la même chose, par un beau soir d'été, il s'agit de sortir, et si vous n'avez pas trop de pollution de lumière, visuelle, vous pouvez regarder les astres, et lorsque les astres sont alignés, vous devenez lieutenant-gouverneur. Est-ce que vous le souhaitiez? Je ne pouvais pas souhaiter quelque chose que je n'aurais jamais anticipé. Parce que, vous savez, on peut espérer, lorsqu'on est avocat, devenir un jour juge. On peut souhaiter faire une carrière de différentes façons. Mais de là à devenir lieutenant-gouverneur, c'est un peu illusoire parce que, dans le fond, ça ne relève pas de votre désir de dire je vais essayer de postuler pour être juge, postuler dans un bureau d'avocat, enseigner. Ça vient par une nomination. Donc, à partir de ce moment-là, c'est tout à fait. Or, je l'ai souvent dit. Vous savez, il y avait beaucoup de personnes qui auraient été compétentes pour exercer la fonction que j'exerce. Beaucoup dans notre société auraient pu être lieutenant-gouverneur. Mais dans le tout, il y a toujours la chance. Et il y a toujours 1 ou 2 % de chance qui fait que vous allez obtenir une fonction ou que vous allez avoir un emploi et qu'un autre l'aura pas. Mais ce petit pourcent de chance, c'est difficile à expliquer. Ça peut être une rencontre fortuite que vous avez et la personne se rappelle de vous. Ah, voilà, j'ai mon candidat. Ça peut être une autre raison. Par rapport à ça, comment l'avez-vous su et quel sentiment vous animez quand vous l'avez su? C'était quelqu'un qui avait proposé mon nom. Okay. D'accord, un avocat de Montréal qui avait proposé mon nom, qui est maintenant juge, et qui m'avait dit j'ai proposé votre nom pour être lieutenant-gouverneur du Québec. Et je lui ai dit, vous savez, à mon âge, j'entends pas postuler pour l'emploi. Vous savez, quand vous êtes plus âgé, les blessures cicatrisent plus longtemps. Or, si vous espériez avoir une fonction et vous ne l'avez pas, il y a toujours une déception. Alors, je me suis dit, de façon à ne pas être déçu, c'est de ne pas postuler. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit, monsieur, votre nom a été soumis. Ah oui.
le premier ministre aimerait vous voir. D'accord? Et d'autres candidats. Donc, on m'a fait venir sur de fausses représentations en disant que j'allais rencontrer le premier ministre pour répondre à des questions auprès de candidats. Mais la question a été la suivante. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir de savoir que vous dorénavant exercez une fonction qui est particulièrement difficile au Québec. Et voilà donc ce que j'ai appris comme ça, en regardant le premier ministre. Et là, je me disais, j'avais le petit hamster qui tournait. Je disais, je ne réponds pas des questions. Je suis le lieutenant-gouverneur. Alors là, on m'a conseillé d'aviser mon épouse avant et mes enfants avant qu'ils l'apprennent par la radio. Et voilà comment on fait. Oui, pour rebondir, il semblerait que c'est une fonction très très importante et quand même encore méconnue à Québec, par beaucoup de personnes, dont nous autres, moi personnellement. J'aimerais, ma première question, quand on entend le lieutenant-gouverneur, le représentant de la reine, waouh, c'est grand. Est-ce que vous parlez avec la reine parfois? L'avez-vous vu déjà? Vous savez, je l'ai vu une fois, parce que tout lieutenant-gouverneur rencontre la reine une fois au cours de son mandat. Mais de vous dire que nous avons des relations avec la reine, Sa Majesté, non. On n'a pas une fois que nous l'avons rencontrée, et c'est comme la même chose avec le gouverneur général du Canada ou la gouverneure générale du Canada. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Je ne dépends pas de la gouverneure générale du Canada. Moi, je me trouve, par la fonction de lieutenant-gouverneur, de chef de l'État du Québec. Donc, mon rôle se limite au territoire québécois. Et chaque lieutenant-gouverneur, lui, est le chef de l'État de sa province. Et le gouverneur général, lui, le chef de l'État du pays dans son entièreté. Voilà. En tant que chef de l'État, donc, de la province du Québec, est-ce que vous pouvez nous décrire, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment quoi votre fonction sur des aspects assez... Bon, je vous dirais qu'a priori, le rôle du lieutenant-gouverneur n'est pas un rôle politique. Okay. Bon, c'est un rôle qui est, jusqu'à un certain point, un rôle honorifique. Honorifique dans ce sens que, comme la reine ne s'occupe pas de politique, non plus en Angleterre, on peut donner nos conseils, mais nous sommes en dehors du politique, hors de la reine politique. Notre rôle, c'est de s'assurer que la démocratie et que les règles démocratiques de l'État fonctionnent bien. Donc, s'assurer que les lois qui sont adoptées par le gouvernement sont adoptées légalement, sont adoptées tout simplement, donc avec le respect des institutions. Ce n'est pas au lieutenant-gouverneur de savoir si la loi qui a été adoptée est une loi juste ou est une loi tout simplement qui n'est pas en constitutionnel. Nous avons les tribunaux pour ça, parce que nous avons la division des pouvoirs. Donc le lieutenant-gouverneur sanctionne les lois, les députés adoptent les lois et les tribunaux, eux, vont sanctionner la légalité ou non de la loi. Donc, le lieutenant-gouverneur doit s'assurer qu'il y a toujours un gouvernement qui est en fonction. Parce que c'est le rôle primordial du lieutenant-gouverneur de s'assurer qu'il y a toujours un gouvernement en fonction et que le gouvernement ne doit pas demeurer sans chef d'État, sans exécutif. D'où le fait que l'exécutif, donc, on doit toujours s'assurer qu'il y a un premier ministre. Et c'est pour ça que c'est le lieutenant-gouverneur qui nomme le premier ministre. À l'ère actuelle où on constate qu'il y a beaucoup, une prolifération du multiculturalisme, de la diversité culturelle qui arrive dans votre province, quelle est l'importance du vivre ensemble dans votre mission? Et c'est sûr que moi je pense, et je l'ai toujours prôné, c'est qu'on est tous interdépendants. On doit avant tout, je pense, regarder le caractère humain que nous sommes. Que nous sommes, de quelque race que nous soyons, nous partageons donc une même entité qui est celle des êtres humains. Et à partir de ce moment-là, l'humain en nous doit faire abstraction des races, doit faire abstraction de la couleur, doit faire abstraction, et on doit travailler simplement donc à une unité, puis de collaborer, puis de s'entraider. Or, l'explication des races provient tout simplement du fait qu'on a habité un territoire plutôt que l'autre.
il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer tout simplement toutes les différences que nous pouvons remarquer. Mais on partage toute une vie commune qui est celle d'être des hommes et des femmes et des êtres humains et avoir exactement la même chose. On a tous un cerveau, on a tous un cœur, on a tous... Vous savez, c'est quoi la différence entre vous et moi? La différence entre vous et moi, c'est que c'est la couleur qui est la différence. Mais au niveau de l'intelligence, il n'y en a pas. Je veux dire, à partir de ce moment-là, que vous soyez de la couleur que vous voulez, je veux dire, le cerveau va toujours être une personne. L'intelligence, ça provient du cerveau. Voilà. Nous savons qu'il y a eu 28 lieutenants-gouverneurs avant vous, et aujourd'hui, vous êtes le 29e lieutenant-gouverneur. Quelle action ou quel acte posez-vous au jour le jour pour pouvoir réhabiliter l'image de cette fonction de lieutenant-gouverneur, tant on sait les splendres financières qu'a laissé Madame la 27e lieutenant-gouverneur, Madame Lestibo, à travers ses esclandres financiers. Ah, mais vous savez, pour la société. Je vous dirais qu'il y a une seule chose à faire, c'est faire son possible. Demeurer humain, demeurer simple, et de dire à ce moment-là, bien, vous savez, le comportement des gens, quel qu'il soit, il n'y a personne qui est au-dessus des lois. Et les personnes qui ont commis des actes irrépréhensibles, donc, doivent en assumer le coup. Et à partir de là, bien, tenter d'être ce que j'ai toujours été, d'être moi-même. Et de faire un peu mon devoir, mon travail chaque jour. Le petit travail, c'est la chose qu'on doit faire. Rencontrer des gens, aller les voir. Surtout ne pas dépenser beaucoup, être frugal dans les dépenses. Et lorsqu'on est frugal, bien, on n'a pas trop de problèmes. Oui, c'est ça. J'ai cru savoir que votre frugalité vous pousse à aller même faire des courses tout seul en tant que lieutenant-gouverneur. J'imagine la reine fait ses courses toute seule. Ben oui, elle doit le faire aussi. On ne sait pas. Je sais qu'elle fait sa cuisine elle-même. Ah ouais? Mais, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les relations entre Sa Majesté et le lieutenant-gouverneur sont quand même minimes. On se rencontre une fois, 20 minutes, et à ce moment-là, bien, on voit de nos propres ailes. Hein. C'est une fois l'oiseau sorti du nid. Donc, il fait bien il décide lui-même où il va. Dans quelques minutes, on va pouvoir ouvrir la mini-conférence, mais avant, j'aimerais que vous nous dites, au regard des flux migratoires, de la recrudescence de l'insécurité, des problèmes qui se passent mondialement et d'ailleurs qui impactent aussi le Québec, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé dernièrement avec l'attaque au niveau de l'Iran. Vous, en tant que lieutenant-gouverneur, que préconiserez-vous? Quel conseil donnerez-vous aux grands dirigeants pour pouvoir éventuellement atténuer cette... Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, c'est que le lieutenant-gouverneur doit être hors de l'arène politique. Et comme il doit être hors de l'arène politique, ce n'est pas lui à conseiller les gens sur les actes qu'ils doivent poser. Donc, je vous dirais, oui, c'est toujours personnel, mais il faut faire attention de vouloir simplement, à travers sa personne, d'indiquer des idées politiques ou d'indiquer des actions. Toutefois, je vous ai souligné tout à l'heure que nous étions tous interdépendants, qui que nous soyons en tant qu'être humain. Et je pense que derrière là, il faut savoir se montrer affable, se montrer ouvert aux idées des autres et ouvert aussi à des traditions qui ne sont pas les nôtres. Toutefois, il faut comprendre que derrière ça, il y a toujours un vieux fond de nationalisme, et tous les pays sont comme ça, quel qu'il soit. L'Afrique a ses traditions, et que moi, je veuille modifier les traditions comme Québécois, Canadiens, de modifier les traditions d'un pays africain, je pense que je serais malvenu. Parce que, dans le fond, ces traditions, c'est son vécu, c'est comme ça que je dois le respecter. Et à partir de ce moment-là, c'est souvent l'inverse aussi, et il y a toujours des frictions un peu. Et dans tous les continents, il y a des frictions. Vous savez, le continent africain, il y a eu des frictions entre les différents peuples africains. Il y a eu
les frictions entre les différents peuples blancs. Hein, on voit les conflits au Moyen-Âge, les conflits entre l'Angleterre, la France, l'Autriche et tout. Vous avez eu les mêmes problèmes. Tous ces problèmes-là, on les vit. Donc, je pense qu'en tant qu'être humain, on doit essayer de vivre, de promouvoir la paix, de promouvoir l'entraide entre les hommes et de faire en sorte que ceux qui sont plus privilégiés puissent aussi penser à ceux qui ont peut-être moins de privilèges et moins de chance. Parce que la chance, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi moi? Et je pourrais interroger n'importe qui, on se l'interroge ça, pourquoi moi je suis né à Québec? Pourquoi moi je suis né ici au Canada, je n'ai jamais connu la guerre? Pourquoi moi qui est arrivé ici, je n'ai pas connu la crise économique, pas connu les guerres mondiales, je n'ai jamais connu la souffrance, j'ai toujours connu la guerre, mais pourquoi? Alors que quelqu'un est né dans un autre pays et qui a connu la souffrance, qui a connu la guerre, qui a connu tout simplement donc la famine. Mais comment expliquer ça? Je pense que c'est inexplicable. Et à partir de ce moment-là, bien voilà, vous dites, des fois je me dis, bon, ben, j'ai eu une chance. Et quand vous avez eu cette chance-là, bien vous devez faire en sorte que vous puissiez faire partager un petit peu aux autres la chance que vous avez eue. Deux questions pour terminer. Mon avant-dernière question, comment est-ce que vous définirez, selon vos propres termes, une bonne intégration? Une bonne intégration? Une bonne intégration, parce je que pense. Beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent sont issus de la diversité culturelle et je vous dirais que la grande problématique de l'intégration est la suivante. C'est que il y a des gens qui viennent de continents, qui viennent de l'étranger. Par exemple, que vous venez du Moyen-Orient, que vous venez de l'Afrique saharienne, que vous venez de d'autres pays. Je veux dire, de migrer, de quitter son pays pour un monde meilleur, ne fait pas oublier son pays d'origine. Et je pense qu'il y a toujours un sentiment lointain derrière soi d'un manque. C'est-à-dire de son pays d'origine, quel qu'il soit. On l'aime, son pays d'origine. Et c'est normal que les gens veulent se retrouver en eux pour partager une culture qui est la leur. D'où le fait que toutes les races, quelles qu'elles soient, que vous soyez blanc, noir, que vous soyez tout simplement donc asiatique, vous savez, les gens vont essayer de se regrouper. D'accord, vous allez avoir la communauté asiatique, la communauté chinoise qui va se regrouper. Vous l'avez partout. Vous avez la communauté italienne à Montréal, la petite Italie. Vous avez la communauté grecque qui vit en droit, la communauté noire. Or, ce sont des communautés elles-mêmes. Il faudrait que les communautés forcent la porte des autres, d'accord, pour faire en sorte de pouvoir s'y intégrer. Ça demande un effort, je pense, des personnes qui arrivent dans un pays qui n'est pas leur, de forcer la porte de l'autre, de celui qui l'accueille pour dire « je suis comme toi, là. Hein? On peut partager, on peut devenir un. » Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est ce mélange-là qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'après une ou deux générations, souvent, les enfants qui ont été à l'école, pour eux, la mixité n'a plus de problème. La mixité interraciale n'a plus de problème. Vous savez, alors que la première génération, elle, ne connaît pas souvent la langue, ne connaît pas non plus les habitudes, va vouloir tout simplement se retrouver avec les siens, partager les mêmes expériences, alors que leurs enfants, eux, vont aller à l'école avec des gens de d'autres nationalités. Il va y avoir donc un multiculturalisme qui va se former automatiquement. Ma dernière question, et ensuite on pourra ouvrir. Connaissez-vous le mois de l'histoire des Noirs de Québec? Ben, le mois de l'histoire des Noirs du Québec, je le connais, je sais qu'il existe, mais de dire que je le connais, je vous dis, je le connais entre guillemets. Si. Alors, vous savez, parce que dans le fond, je suis allé, moi, à un moment donné, à l'Université Laval, parce qu'à l'Université Laval, il y avait, je pense que durant le mois, il y avait des activités où j'étais allé. Alors, à un moment donné, des expositions avec tout ça, qui étaient entre les différentes... lui, c'était au niveau des étudiants noirs de l'Université Laval qui faisaient ça.
à partir de ce moment-là, je ne pourrais pas vous dire que je connais Clément Lemois. Fait que sinon on vous invite pour une conférence, est-ce que vous serez... Ça me fait grandement plaisir d'y aller. Je pense que c'est le rôle que j'ai. Et comme je vous l'ai dit tantôt, on est tous des humains, donc il faut tous s'entraider. Puis je pense que dans le fond, mon rôle, c'est d'y être ami aussi. Vous êtes des citoyens du Québec comme tout autre citoyen. En un mot, votre meilleure réalisation, peut-être? Ah, meilleure réalisation, vous savez, c'est très difficile de dire la meilleure réalisation. Je pense que la meilleure réalisation qu'on peut faire, c'est des petits pas de bonté chaque jour. Et je pense que si on fait des petites choses, ben, vous semez. On dirait toujours qu'il faut semer dans la vie. Alors, je pense que ce n'est pas des grands exploits qui vont faire que vous allez être reconnu ou non. Ça va être votre personnalité constante, des actes que vous posez jour après jour, qui vont faire en sorte que vous allez être reconnu, que vous allez avoir été fier du rôle que vous allez avoir joué. Merci infiniment pour cette première partie qui s'achève. Je pense qu'on a eu beaucoup de belles leçons. Actuellement, comme vous pouvez le constater, mes confrères ici présents sont là pour apprendre, comme moi, sur l'histoire de Québec et bien sûr quel parallèle avec la diversité culturelle. Merci pour l'occasion et l'opportunité que vous nous offrez. En tant qu'un acteur communautaire, je pense que nous avons une responsabilité de rapprocher les gens des institutions. J'aurais une première question. Pour vous, qui est québécois? Parce que vous êtes le chef, oui, vous êtes le chef de l'État et représentant du Québec. Pour vous, qui est québécois? Tout citoyen qui habite au Québec, quel qu'il soit, quelque race qu'il soit. Je pense que citoyen québécois est quelqu'un que je dois respecter, que je dois considérer comme étant un des miens. Merci pour la réponse. Tout à l'heure, vous avez parlé du vrai problème ou du gros problème de l'intégration, c'est la ghettoisation. Et la ghettoisation n'a pas commencé d'aujourd'hui. Nous avons un très bon chanteur de Limoilou parce que vous êtes historien, Sylvain Vallière, et les Lièvres plutôt, qui disait lorsque tu es de la basse ville, tu n'es pas de la haute ville. Ça veut dire que même au sein de la grande communauté francophone, catholique, d'origine, il y a toujours eu des quartiers, il y a toujours eu des difficultés lorsque tu étais de la basse ville à s'intégrer avec ceux qui étaient de la haute ville. Selon vous, quels sont les efforts, quels sont les efforts que les institutions du Québec peuvent faire pour faire approcher, parce que vous avez parlé de votre rôle qui est méconnu, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les gens issus de la diversité puissent aussi se reconnaître dans les institutions? Parce que c'est ça ma préoccupation. Comment vous, comme institution, vous faites pour que la population d'origine immigrante puisse se reconnaître dans ces institutions? Eh bien, c'est de me présenter devant eux. C'est-à-dire, lorsque je suis invité, j'y vais. Par exemple, avec la communauté maghrébine, j'y vais chaque année parce qu'on m'invite toujours. Il y a toujours un spectacle qui est donné par la société maghrébine et qui a lieu à Montréal parce qu'elle est beaucoup plus présente à Montréal. Et je me fais un devoir chaque année d'aller à cette fête de la société maghrébine. Or, je fais la même chose avec la communauté chinoise lorsqu'ils organisent des choses, des rencontres caritatives pour l'hôpital chinois, pour la communauté de la jeunesse asiatique. Alors, j'y vais. Alors, donc, j'essaie d'être présent lorsqu'on m'invite. Et c'est la façon de dire, de réaliser le devoir qui est mien. C'est d'accepter, ce n'est pas dire non, bon, j'ai pas le temps, je ne veux pas, c'est d'y aller. Voilà. Et lorsque tantôt, monsieur m'a demandé de dire si j'acceptais de prononcer, d'aller chez vous, ça va me faire un grand plaisir. Je voudrais vous poser une question, premièrement en faisant pareil avec l'entrevue que vous aviez eue avec Florent sur le rôle que vous assumez en tant que lieutenant-gouverneur. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi une journée typique d'un lieutenant-gouverneur ici? Les journées sont peu typiques. Je vous dirais que
D'abord, première des choses, je vais souvent, donc je fais plusieurs cérémonies. Donc, parce que le rôle du lieutenant-gouverneur, il y a trois aspects. Il y a son aspect constitutionnel, qui est celui de la sanction des lois, celui donc, de la sanction des décrets, donc de la sermentation des ministres, de la réception donc, des visiteurs étrangers. Ça, c'est l'aspect constitutionnel. Alors, je dirais que vous avez aussi, il y a un aspect qui est social. L'aspect social, c'est-à-dire que je fais en sorte de remettre, par exemple, aux policiers, aux pompiers, des médailles de service. Donc, parce que dans le fond, vous avez des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans de service. Et à partir de ce moment-là, on leur remet tout simplement donc une médaille méritoire pour le travail qu'ils vont faire. Ça, avec les policiers du Québec, les ambulanciers du Québec, les pompiers du Québec. Je le fais également pour le bénévolat, pour les jeunes. Alors, les jeunes qui font du bénévolat, qui vont aider les autres, les aînés. Alors, je raconte beaucoup donc, de ces gens-là et qui participent à des différentes œuvres caritatives. Et je vais aussi, comme je viens de souligner, des œuvres caritatives. Lorsqu'il y a des levées de fonds, malgré que je ne dois pas me mêler au niveau monétaire de levée de fonds, mais je vais les supporter et je vais les voir. Donc, un peu, c'est de participer. Moi, je pense que c'est la participation. Voyez-vous, je fais environ en voiture 84 000 km par année. Alors, je fais environ 344 cérémonies par année. Et lorsque je ne fais pas ces cérémonies-là, bien, je travaille ici au bureau. Alors, je suis en train de préparer un colloque. Alors, je fais un colloque annuellement. Et ce colloque, le colloque que je fais va être sur les Autochtones le 17 janvier prochain. Alors, si vous voulez participer, vous pouvez venir, c'est gratuit. Alors, je fais un colloque sur les Autochtones au Québec. Alors, sur qu'est-ce qu'on appelle les Indiens, qu'on appelait autrefois les sauvages. Alors, parce qu'ils ne connaissaient pas ce que nous connaissions, donc s'ils ne connaissaient pas ce que nous connaissions, c'était des ignorants, donc des sauvages. Ça concerne un peu la relation entre le politique et le religieux, en fait. L'homme a besoin d'absolu. L'homme a besoin d'absolu. L'homme a besoin d'avoir un espoir. Et souvent, la religion, c'est l'espoir. Et lorsqu'on n'a plus de sentiments religieux, il n'y a plus d'espoir. Pourquoi vous êtes né? Pourquoi je suis né? Pourquoi je ferais bien s'il n'y a plus rien après? Donc, à partir de ce moment-là, l'homme a besoin d'absolu. Pour expliquer sa provenance, pour expliquer sa mort. Et aujourd'hui, expliquer la mort, qu'on arrive devant la mort, s'il n'y a plus rien, c'est le vide absolu. À un moment donné, il n'y a pas grand espoir de vie. Donc, je pense que les gens ont besoin d'un certain absolu. Puis même les peuples qui n'avaient pas de religion organisée avaient un sens de l'absolu, parce que les dieux, parce qu'il y en a plusieurs, hein, chaque dieu apportait quelque chose. Hein? Le dieu du ciel, le dieu de la pluie apportait quand même la vie de l'autre. Il y a toujours quelque chose que la religion apportait à l'homme. Et puis je ne pense pas que l'homme puisse vivre sans religion, parce qu'il y a un vide chez nous, quel qu'elle soit. Voilà ce que je pense. C'est vrai qu'on est donc dans une démarche de plus en plus d'installation, et même s'il n'y a pas de communauté, ce qui fait la spécificité de la ville de Québec. Moi je trouve d'ailleurs qu'il faut garder ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Montréal. On a des Little Maghreb, des communautés chinoises, les afro-descendants, les Africains sont dans tous les quartiers. Je pense que c'est une chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Le grand problème de l'intégration, c'est la création des ghettos. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque les gens se retrouvent un seul endroit, vont avoir le fait, puis je le vis même dans le quartier dans lequel je suis, à Sainte-Foy, où il y a une population noire, une population donc une population musulmane. À l'école, voyez-vous, où mon fils allait et ma fille allait, il y avait que des petits Canadiens, des petits Québécois. Et là, aujourd'hui, il y a 67 nationalités. D'accord? Et lorsque je vais au terrain de jeu, je vois presque plus de personnes
le Canadien, le Québécois de ma nationalité à moi, le Québécois ou le Canadien français. Alors, je vois des gens qui viennent de tous les pays. Alors, c'est très différent de ce qu'ils étaient. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que c'est une intégration qui se fait graduellement. D'accord, ces gens-là, maintenant, vivent avec nous. Sauf que les Canadiens français, les Québécois, je vous dirais franchement que la famille n'est plus aussi importante qu'elle était de par le passé. D'où le fait qu'on a moins de naissances, il y a moins de naissances, moins d'enfants. Alors que les immigrants ont surtout beaucoup plus d'enfants que nous, on en a. Ceci étant, est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui écoutent, qui ne sont pas assis là, mais qui nous écoutent, un dernier mot? Soyez les bienvenus. Soyez heureux. Trouvez en ce pays votre pays. Et faites en sorte que nous puissions seulement y vivre en paix. C'est par ces mots riches de sens et de symboles que nous allons sûrement achever notre entrevue, notre talk show, en espérant bien sûr que vous aussi, autant que nous, avez trouvé quelques semblants de réponses à travers le laïus de notre invité. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt et surtout, allez sur le site du lieutenant-gouverneur, prendre plus d'informations sur cette fonction importante et symbolique dans l'évolution de la démocratie au Québec. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt.